on va peut-être commencer par le partage d'expérience, on peut dire ça comme ça, de l'équipe de Bordeaux qui a développé, alors c'est Blandine ou Angélique, comme vous voulez, il y a des visuels, je crois, il y a un petit visuel voilà, qu'on vous partage sur l'écran en même temps que vous allez nous parler. Alors, c'était autour de l'éducation thérapeutique et de tout ce que vous développez dans la plateforme donc dédiée. Je vous laisse... Vous m'entendez? On vous entend. Ouais. Oui. Ah, mais il faut... Ouais, c'est passé souvent. Ah, faut rester... Ah bon, bah fallait le dire. Ah, oui. Non, c'est juste qu'il faut... Là, comme ça, vous m'entendez? Ouais. Donc, nous, on fait partie de la plateforme d'expertise du CHU de Bordeaux, maladies rares, qui est présidée par le professeur Goisé, où il y a différents médecins responsables, donc deux pédiatres, donc Dr Buyu et Dr Aladjidi, et puis une chargée de mission, Maïder Piquet. Donc, cette plateforme, elle a été créée fin 2020. Et nous, finalement, sur la partie transition, on a décidé en fait de faire un programme d'éducation thérapeutique, donc on appelait CAPADJA, comme un cap à passer. Donc c'est la cellule d'accompagnement personnalisée de l'adolescent et du jeune adulte porteur d'une maladie rare. Donc on rencontre en fait tous les jeunes à partir de 16 ans, donc qui sont encore sur l'hôpital des enfants, des différentes filières de maladies rares. Alors la toute première rencontre avec le jeune, elle s'effectue au travers du diagnostic éducatif ou du bilan éducatif partagé qu'on a élaboré spécifiquement sur la thématique de la transition. Donc c'est un temps d'entretien qui va avoir pour objectif d'identifier les besoins de l'adolescent ou du jeune adulte afin d'élaborer et de mettre en œuvre avec lui des accompagnements personnalisés au plus près de ses besoins, à la fois en individuel, mais aussi de façon collective, à travers des séances collectives, des ateliers d'éducation thérapeutique collective sur des thématiques transversales. Ce bilan éducatif partagé, il est séparé en 4 grandes parties. Une première partie où on aborde avec le jeune qui il est en dehors de la maladie, ses projets, les relations familiales, amicales, est-ce qu'il se sent soutenu, sa scolarité, on vient investiguer l'humeur aussi, la présence éventuelle de consommation. Une seconde partie sur la connaissance de la maladie qu'a le jeune, mais également sur les répercussions que la maladie peut avoir dans son quotidien. Une partie sur le niveau d'autonomie du jeune, alors autonomie concernant la maladie, la gestion des traitements, mais aussi autonomie dans la vie quotidienne. Et pour terminer, une partie sur les représentations et les enjeux du transfert en secteur adulte. Ce diagnostic éducatif, on le réalise en général donc à l'hôpital, lors des hôpitaux de jour, consultations, hospitalisations, très rarement en distanciel. Ça peut arriver parce que voilà, parfois le jeune, après sa consultation, il n'est pas toujours disponible pour avoir ce temps d'entretien avec nous. Du coup, on lui propose en visio ou par téléphone, mais c'est quand même toujours après une première rencontre en présentiel au préalable. Voilà, donc c'est un temps d'entretien d'une trentaine jusqu'à 45 minutes à peu près, suite à quoi on fait des liens, bien évidemment, à la fois intra mais aussi extra-hospitalier avec l'accompagnatrice en santé qui fait dorénavant partie de notre équipe, le centre scolaire avec les enseignants de l'éducation nationale qui interviennent sur l'hôpital des enfants, les assistantes sociales, l'équipe ad hoc qui est une équipe spécialisée dans les consommations de substances chez les adolescents, la socio-esthéticienne, les psychologues et psychiatres de l'hôpital, mais aussi libéraux, diététiciennes, conseillères en génétique, maison des adolescents avec qui on peut avoir des suivis communs et avec qui on a également déjà fait un atelier ensemble, les infirmières scolaires également. Et voilà, là, sur les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler, on a réalisé environ 290 diagnostics éducatifs sur 19 filières de maladies rares. En général, donc ces diagnostics, on les fait à 2, donc il y a aussi tout le temps un aperçu, enfin une vision de la psychologue. Donc moi, je suis à plein temps sur cette plateforme, Angélique est à mi-temps. Je n'ai pas précisé, donc moi j'interviens à mi-temps sur la plateforme d'expertise maladies rares et j'interviens également à mi-temps au sein du centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose pédiatrique de Bordeaux. On vous a mis quelques verbatims concernant les représentations que les adolescents peuvent avoir quand on leur pose la question par rapport au secteur adulte. Donc, comme vous pouvez voir, les verbatims qui ressortent sont souvent négatifs, alors qu'ils n'ont pas forcément d'expérience encore du secteur adulte.
Donc notre travail, ça va être de déconstruire un petit peu ces a priori, ces préjugés du secteur adulte. Donc suite à ce diagnostic à ce temps individuel, on propose différentes séances aux jeunes. On a fait le choix avec Angélique de proposer des séances en distanciel, en fait, de proposer de l'IETP. Comme le disait le docteur Crétol, c'est une population un petit peu difficile à faire revenir. Et puis nous, on est une région qui est très étendue, la Nouvelle-Aquitaine, donc pour éviter aussi 2 heures de route parfois, pour à peu près 1 heure d'atelier. Et puis c'est une population aussi qui est très à l'aise avec le numérique. Donc ces séances, elles se déroulent à peu près sur 1 heure. Il y a différents thèmes. Au départ, on s'était dit vraiment sur la transition du secteur pédiatrique au secteur adulte ou la transition de l'adolescence au monde adulte. Et puis finalement, au fur et à mesure de ce qu'ils avaient besoin aussi, on a élargi, donc, notamment sur les documents administratifs, tout ce qui est aide sociale, avec la présence d'une assistante sociale, sur la gestion des émotions. Voilà, on fait différents thèmes. Voilà. On propose également, oui, voilà, en présentiel, une journée annuelle. Qui est la journée passerelle, qui est proposée à tous les adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans qui sont porteurs d'une maladie chronique et qui sont suivis au CHU de Bordeaux. Et on leur propose finalement 5 ateliers, un atelier MDPH, 6 ateliers, pardon, un atelier MDPH aide sociale avec la présence d'une assistante sociale et d'un patient expert, scolarité projet professionnel avec les enseignants du CHU et également l'accompagnatrice en santé, un atelier devenir adulte que je co-anime avec une psychologue de l'hôpital des enfants, un atelier sexualité contraception avec le planning familial, bien-être sport adapté avec les APA du CHU et addiction et consommation plutôt sous la forme de stand avec l'équipe ad hoc dont on vous a parlé un petit peu plus tôt. Et on propose également un atelier parents qui est bien apprécié des parents, donc un groupe de parole avec des pédiatres et puis une psychologue. Et après, l'assistante sociale, et là, il y avait une référente de la MDPH qui vient après l'atelier avec les jeunes vers les parents. Donc, c'est 2 ateliers qui sont bien séparés et en unité de lieu et de temps aussi. Voilà, et qui permet aussi un temps de parole de ces parents et aussi de se retrouver avec d'autres parents de jeunes qui n'ont pas forcément la même maladie. On n'a pas précisé, mais notre programme ETP, il est transversal. En fait, on ne parle pas de la maladie elle-même, mais de ce qui traverse. Et finalement, c'est les compétences psychosociales qu'on va travailler ensemble. On vous a mis quelques photos de la journée passerelle. Voilà, donc à gauche, c'est l'atelier aide sociale. À droite, c'est le petit moment de la pause méridienne, ensemble. Donc les enseignantes en activité physique adaptée, c'est bien apprécié aussi. Et puis à droite, c'est le psychologue ad hoc aussi sur les détections des addictions, qui est plus finalement un stand où le jeune peut passer, prendre des informations. Il peut y avoir aussi un échange de coordonnées s'il a des besoins de conseils sur les consommations ou un arrêt de consommation. On vous a mis quelques verbatims suite aux séances, donc que ce soit la journée passerelle ou les séances collectives en visio. On n'a pas dit en visio, en général, en moyenne, ils sont 3-4, ils ne sont jamais très nombreux. De toute façon, on ne va pas au-delà de 6 parce que ça devient compliqué en visio. C'est arrivé 2-3 fois qu'ils soient 6. Donc on voit comme c'est quand même riche pour eux finalement. C'est compliqué parfois de s'inscrire ou de venir même en présentiel, mais en tout cas à la fin de la journée, ils ressentent vraiment des ressentis positifs de se retrouver entre eux aussi. Cette journée passerelle, elle est née en fait suite à un groupe de travail qui est en place sur l'hôpital des enfants depuis 2018, qui est un groupe de travail multidisciplinaire. Donc il y a évidemment des pédiatres, des puéricultrices, des psychologues, assistantes sociales, enseignants du centre scolaire, donc l'accompagnatrice en santé, et qui est très riche et qui avance, qui se retrouve à peu près mensuellement et qui réfléchit à comment accompagner au mieux ces jeunes. Alors bien sûr, il faut, dans les leviers, finalement, c'est aussi travailler avec les équipes adultes qui accueillent ces jeunes. On va en parler peut-être un peu plus tard. Et puis on vous a mis quelques petits messages, mais que vous savez certainement déjà. Merci.
On peut interagir déjà, hein. Moi, j'ai quelques questions. Vous dites lien extra-hospitalier. Ça veut dire que vous avez des correspondants en ville, que vous créez du lien autour du jeune pour aider à la suite de son transfert, en fait, quand il sera en transfert. Alors, les liens hospitaliers, il y en a quand même un certain extra-hospitalier, pardon, il y en a quand même un certain nombre avec les psychologues ou psychiatres qui rencontrent, les jeunes, voilà, qu'on rencontre dans le cadre de notre activité. Donc oui, il y a quand même un travail de lien régulier qui sont faits particulièrement avec ces professionnels-là en extra-hospitalier, pardon. La maison des adolescents aussi, parce qu'il y a eu quelques jeunes qu'on a rencontrés dans le cadre de la plateforme d'expertise qui sont également suivis sur la maison des adolescents de Bordeaux. Donc voilà, on a aussi travaillé en lien avec eux, aussi pour créer des ateliers collectifs. On en a fait un sur le virtuel, Internet et les réseaux sociaux avec la maison des adolescents de Bordeaux. Et on n'en fait pas encore avec les médecins traitants, mais comme on en a parlé ce matin, c'est sûr que c'est vraiment un professionnel de proximité pour le jeune qui va rester finalement, qui le connaît bien, où il y a un lien de confiance. Et c'est vrai qu'on s'interroge là-dessus aussi, comment transmettre des informations avec évidemment l'autorisation du jeune. Ouais. Mais justement, pour ce transfert d'informations avec vos homologues psychologues, c'est quelque chose qui ressort souvent des études, des questionnaires qu'on a fait, c'est le transfert du dossier du patient qui reste souvent informatisé, mais dans l'hôpital. Avec des difficultés de partage. Alors, il y a des expériences dans certaines régions, mais qui sont ponctuelles. Vous faites comment? Vous faites un compte-rendu type, vous le donnez aux jeunes et ils s'en occupent, ou c'est vous qui faites le lien directement avec le professionnel pour transférer les informations Là, pour les psychologues en question, c'était la demande du jeune, justement, qui en a un peu assez de répéter son histoire à chaque fois, et on a fait un point avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il voulait qu'Angélique transmette à ce psychologue, à ce nouveau psychologue du centre-ville, de proximité. Et on a fait, du coup, ça a été par téléphone, en fait. On a pu transmettre à ce psychologue. Vous vous servez de mon espace santé Non, pas encore. Non. Personne, en fait. Hein. Ouais. Monsieur Vauchel, Pénémercadre. Autre question, s'il n'y en a pas dans la salle, quels sont les patients que vous recrutez? Comment on vient à vous? Alors, en fait, il y a eu tout au début, il y a 2 ans, une diffusion de la création de la plateforme avec nos postes, en fait, auprès des différents professionnels. Ça avait été dit aussi en réunion de pôle. Et puis, j'avais rencontré toutes les équipes médicales ou paramédicales des différents étages, des différents services. Et alors, donc, soit nous, c'est on a un logiciel, en fait, où tous les jours, on sait quel jeune est là. Donc, à partir de 16 ans, on regarde. Et sinon, il y a certains pédiatres qui nous envoient des mails pour dire « J'ai vu ce jeune, il revient tel jour, est-ce que tu peux le voir ?» Très bien. Très, très beau projet, je trouve. Floriane, oui. Alors, on avait très envie que vous nous parliez de l'appart et de la coordination que vous menez sur cet autre beau projet marseillais. Bonjour, merci en effet de m'avoir invitée. Alors, il s'agissait de réfléchir sur les leviers à actionner et pour ça, je me suis dit qu'en effet, le mieux, c'était de présenter l'espace transition L'Appart de Marseille, dont le responsable médical est le professeur Mathieu Mille, neuropédiatre. Je suis moi-même psychologue et coordo de ce lieu. Et puis, il y a depuis peu une super secrétaire, Émilienne. Ce lieu a vu le jour grâce aux pièces jaunes et à la Fondation des hôpitaux et à la région. Alors, le mieux, c'était de vous parler de ce lieu parce que c'est de là tout part, c'est cette idée d'un lieu unique, dédié à l'adolescence et à la transition, qui se trouve au cœur de l'hôpital, au cœur du CHU, entre l'hôpital d'enfants et l'hôpital d'adultes. Avec cette idée qu'il est d'abord un lieu de soins, ce qui fait qu'il est à la disposition de toutes les équipes médicales et paramédicales de la pédiatrie, toutes spécialités confondues, maladies rares, maladies chroniques et handicap, et que les équipes utilisent ce lieu pour y organiser des consultations de suivi, des consultations de transfert, des HDJ, des ETP,
des ateliers et toute autre forme innovante qu'il juge utile pour le patient. Donc ça, c'est le flyer. On avait aussi envie de faire un support comme ça qui se veut un peu pédagogique pour le laisser traîner un peu partout dans l'hôpital. On se disait tout à l'heure justement comment communiquer sur la transition. Ce qui fait qu'ailleurs dans l'hôpital, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça à Paris, mais en tout cas, nous, au CHU de la Timone, il y a des espaces il y a un lieu de consultation pluridisciplinaire où tous les enfants y sont reçus de 0 à 18, 25 ans et tout âge confondu. Ce lieu-là, l'appart, a été pensé. Ce qui est important de noter, c'est que je suis, à la base, j'étais toute seule en 0,50. Donc à mi-temps. Et on se disait, il faut qu'ils vivent ce beau lieu. Et donc pour le faire vivre et puis basé sur une réflexion de la prise en soin éthique de l'adolescent, on s'est dit qu'on allait en faire un lieu de consultation à proprement parler. Et donc ce qui se passe, c'est que les équipes médicales, et particulièrement les médecins, prennent contact avec nous. Et au cas par cas, en fonction de chaque spécialité, ça c'est vraiment important. Au début, on a essayé de faire quelque chose qui pouvait être uniformisé. Et puis finalement, on voit bien qu'en fonction de la spécialité, il y a des spécialités où vous voyez vos patients très régulièrement, tous les 3 mois, etc. D'autres qu'une fois par an. D'autres, en effet, les consultations sont doubles. L'adulte dans votre spécialité, par exemple, pour nous, le pédiatre et le médecin adulte font la consultation pendant 2 à 3 ans à 2. Alors que pour une autre spécialité, pas du tout, c'est une fois par an pendant 3-4 ans, et puis à la fin, il y a le transfert avec le médecin adulte. Et donc je me suis rendu compte qu'on concevait sur mesure, à la demande, le projet dont avait besoin le médecin et son équipe pour le type de pathologie dont il s'occupait. Donc le levier 1 pour nous, c'était un lieu unique, un lieu ressource. Alors grâce à vous tous et aux filières, je le dis haut et fort ici. Moi, j'ai essayé de mettre du numérique, on a des bornes, et en fait, ils n'y vont pas du tout. Alors que les petits papiers, de repartir avec quelque chose, montrer que je passe du temps avec eux et tous les membres de l'équipe, et puis qu'ils prennent « Ah bon, il y a une filière, mais c'est quoi une filière ? Ah bon, il y a une asso, mais alors elle est où et c'est qui ? Bah tiens !» etc. Donc, dans ce lieu, vous le voyez en bas, il y a partout les supports que vous créez, qui ont été créés sur la transition, sur l'adolescence. Et donc, l'idée aussi, c'était qu'on vient y trouver les ressources documentaires sur l'adolescence, la maladie chronique et la maladie rare, et la transition. Alors, on a, pour des raisons de flux, on a acté l'accueil, il se fait à partir de 14 ans chez nous. Et donc, c'est à partir de 14 ans que les médecins et les équipes peuvent organiser la consultation de suivi ou la consultation annuelle ou l'HDJ ou la consultation de transfert dans ce lieu. On a aussi donc maintenant le levier que j'ai repéré là qui est récent, c'est cette secrétaire à défaut d'un coordonnateur, d'une puère, qui quand même est aussi identifiée par le jeune, à qui elle donne son rendez-vous tout de suite après la consultation. Et donc ça fluidifie et ça rassure de ce que nous disent les jeunes. Et puis le deuxième levier, c'est l'idée d'un parcours. Alors, on fait un accueil, donc j'accueille personnellement toutes les familles qui viennent en leur disant pourquoi ils sont là. Les parents sont les bienvenus, bien sûr. C'est l'espace transition, voilà. Vous allez être reçus ici pendant 4, 5, 6, 7, 10 ans, le temps que vous et votre médecin le jugerez utile. Voilà, la présentation du lieu et du projet, du parcours, parce que comme vous le disiez très justement, madame, ce processus, voilà, il s'inscrit dans le temps. Ensuite, on a fait une petite vidéo un peu pédagogique, donc on la montre à tous les patients lorsqu'ils arrivent la première fois, pour déjà mettre les pieds dans le plat. C'est quoi la transition ? C'est quoi le transfert ? Et puis, j'ai créé, pas à but de recherche, mais enfin, forcément, on s'en sert comme ça, un petit questionnaire. C'était juste pour évaluer les besoins du patient, lorsqu'ils peuvent le remplir eux-mêmes. Et sinon, je le remplis avec eux dans un second temps, ou bien le parent le lit et puis l'enfant répond. Et puis ensuite, il y a le dernier point, c'est l'entretien de transition. Je l'ai appelé comme ça, pareil, ça n'a pas de valeur en soi, mais il fallait partir de quelque chose, donc c'était pour essayer et voir ce que ça donnait.
Je tiens à dire qu'on accueille aussi tous les jeunes qui sont porteurs d'une déficience intellectuelle. Je les reçois aussi, tous. Et aussi les situations de polyhandicap, puisque on a aussi toute l'équipe de neuropédiatrie qui vient et qui organise ses consultes dans ce lieu, avec les limites dont vous parliez très justement, Madame, merci, et nos difficultés qui sont réelles. D'ailleurs, on a attaqué les doodles pour organiser des consultations pluridisciplinaires autour d'un enfant. C'est un peu nouveau, je crois que les consultes ne se faisaient pas sous cette forme, mais maintenant Émilienne envoie un doodle pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de médecins concernés par cet enfant lors d'une consulte, et surtout qu'ils viennent dans un seul lieu et que ce soit le médecin qui se déplace, l'équipe paramédicale qui se déplace. Voilà. Alors ensuite, du coup, il y avait un peu une idée pédagogique quand même pour tout le monde. Et donc, on a fait ce plan de métro qui se situe à Marseille, mais qui ressemble plus à votre plan de métro parisien à vous, parce que nous, on n'a pas autant de lignes. Mais la transition, il y a beaucoup de lignes à aborder. Avec l'idée de pouvoir montrer aussi à tout le monde que la transition, elle n'est pas que médicale, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que somatique. Évidemment, c'est un point fondamental, on le sait tous. Vous êtes des spécialistes dans le domaine. Mais c'était pour montrer que c'est aussi comment va ce jeune, qu'est-ce qu'il fait, par qui il est entouré, quels sont les liens avec ses pairs, quels sont ses liens dans sa famille, comment il se sent dans son établissement scolaire, mais pas que, comment il se sent dans son institution, dans son foyer de vie, etc. Donc c'était aussi pour montrer ça, non seulement aux partenaires médicaux, mais à la famille. Et donc quand je les reçois, j'utilise un peu, il y a ça qui est un peu partout dans l'appart. Et donc je ne fais pas tout d'un coup à chaque fois, mais quand je les vois, j'aborde les questions qui me semblent essentielles. Et puis, bien sûr, le jeune amène, lui, ce qu'il a besoin d'amener à ce moment-là. C'est surtout un temps d'écoute. Mais c'est pour montrer que c'est tout ça qui peut être abordé. Et puis, l'idée, c'est de faire un filtre aussi, qu'avant ce passage chez les adultes, si on a raté quelque chose, on s'en préoccupe. Et puis, je fais appel au service en disant, là, il s'est passé ça, je suis un peu inquiète. Et du coup, la prochaine fois, on fait le lien avec l'assistante sociale du service, avec la psy, avec l'éduc qui vient à l'appart et qui est prévu pour la prochaine consulte en fonction de ce qui ressort. Voilà. Je ne sais plus, je vais en oublier plein. Mais ensuite, il y a ce fameux petit questionnaire. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Mais ça nous a permis quand même de réfléchir à où étaient les besoins prioritaires pour avancer sur notre projet. Et ce qui ressortait, alors là, je n'ai pas amené du coup une étude quantitative, voilà, le projet n'était pas scientifique dans ma démarche aujourd'hui, mais ce qui ressortait quand même, les demandes sur 51 patients, là j'en suis à 150 maintenant, mais j'avais pas pour aujourd'hui, on n'était pas prêt, c'est la question de l'orientation scolaire ou de l'orientation de vie, l'orientation du projet de vie, du projet professionnel, c'était un vrai sujet inquiétant pour le jeune. Le deuxième, c'était quelle personne tu voudrais rencontrer avant de passer chez les adultes, contre toute attente, un psychologue, quand même très librement coché. Et, donc voilà. Après, bien sûr, la question de est-ce que je pourrais rencontrer le médecin adulte avant. Et donc l'idée, ils disent très rassurant, dans leur lieu de consultation de suivi, d'avoir le médecin qui va venir une première fois chez eux. C'est lui qui se déplace et puis après, c'est le jeune et sa famille qui ira. Et puis, ce qui ressortait aussi, c'est que la plupart n'avaient jamais vu leur médecin seul avant le passage chez les adultes. Et alors, en questionnant, je leur disais, donc, as-tu vu? Non, particulièrement dans les maladies rares. Dans les maladies chroniques, telles que le diabète ou autres, on voit que c'est plus répandu. Mais, et quand je leur disais, alors, est-ce que tu veux? Non. Alors, je me disais, mince, alors, du coup, j'avais des préjugés. Et je me suis dit, je me suis fourvoyée. Et je dis, pourquoi tu veux pas? J'ai peur. Et donc, c'est là où on s'est dit, bon, d'accord, on va peut-être travailler ce sujet-là quand même plus spécifiquement, parce que les pourcentages ne disaient pas tout. Il fallait l'explication derrière. Et du coup, pour conclure, le dernier point, c'est qu'il nous a semblé que ce nouveau lieu amenait aussi une démarche symbolique. C'est d'abord, on change d'espace.
par rapport à une histoire pédiatrique. Et que finalement, ça permet de préparer... On pourrait imaginer ce suivi médical d'une vie en 3 temps. Et qu'au milieu, il y a un vrai temps. Et un temps avec un lieu qui interroge, ne serait-ce parce qu'on passe une nouvelle porte ou un nouveau lieu. Souvent, les parents arrivent et ils me regardent et me disent « Oh, j'avais pas vu tout ce temps à passer ». Donc, c'est d'abord une bonne chose qu'on en soit là. Et puis, c'est peut-être le moment d'en dire quelque chose, de partager, etc. Ça remet aussi en question la question de la consultation tripartite qu'on connaît particulièrement dans les maladies rares où les diagnostics peuvent être parfois précoces. Et donc, c'est donc une longue histoire avec la pédiatrie. Et donc, de s'interroger sur la place de cet adolescent dans la consultation tripartite. Et donc, est-ce qu'il faut voir cet adolescent à un moment seul? Peut-être pas toujours, peut-être pas à chaque fois, peut-être surtout lui demander ce qu'il en pense. Dans une recherche qu'on a menée, les adolescents disaient que ça ne pouvait pas venir d'eux-mêmes parce que c'était malaisant de dire devant son parent « je veux vous voir seul ». Et on était dans l'idée de se dire peut-être qu'il faut le proposer en systématique au moins une fois au début, et puis l'adolescent s'en saisit ou pas, mais pour sortir un peu de ce conflit de loyauté qu'on connaît dans la démarche éthique de la prise en soin de l'adolescent. Donc, c'est réinterroger les places au niveau de la consultation sans parents, etc. La question de la confidentialité, c'est la question de l'information diagnostique. Et j'aime à penser que tout jeune a besoin à un moment qu'on lui reformule les choses autrement qu'à travers le discours qu'un parent a pu tenir, parce que chacun fait avec ses doutes, ses forces, ses incertitudes. Et puis aussi que ce n'est pas la même chose, on peut poser de nouvelles questions. Et donc, l'adolescence et l'information diagnostique, on a fait vraiment un vrai point, en tout cas là, on ne sait pas, voilà, à voir. Et puis, le lieu, c'est aussi la possibilité de rencontre avec les pairs. Et du coup, dans cette salle d'attente, en arrivant, je précise à chacun, sans jamais dire ce qu'il en est, mais je dis, tu as un point commun avec tout le monde, tu es adolescent, tu as plus de 14 ans et tu as une maladie chronique. Et je dis à chaque parent, vous avez tous un point commun, vous êtes parents d'ados porteurs d'une maladie chronique. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Si ce n'est qu'on a mis un baby, au cas où ça pouvait aider. Un handi-baby. Voilà. L'idée, c'est de sortir de ses habitudes et d'innover, mais ce n'est pas facile. Les médecins me disent, bon, on est moins confortable parce que nous, on a fait un salon de discussion et pas un bureau avec un ordi. Ce qui fait qu'on est un peu moins, quand on enchaîne 8-10 consultations, on a un peu mal au dos. Mais avec l'idée que chacun est expert. Le parent est expert de son enfant, le jeune est expert de lui-même et le médecin de la maladie. Et là où je crois, en tout cas, nous, on a encore du travail, c'est sur la question à mener avec les institutions et les foyers de vie à l'extérieur et les transitions aussi sur ces prises en charge-là dont moi, en tout cas, je sens que là, on atteint, je n'ai pas encore travaillé là-dessus avec le professeur Mille. Merci Floriane. Je crois que parfois on travaille dans nos spécialités, on fait nos groupes ETP, mais il ne faut pas avoir peur de mélanger les jeunes entre leurs différentes pathologies, même parfois des pathologies non rares. Finalement, ils se retrouvent aussi, comme vous dites, sur des ressentis et des histoires de vie un peu identiques finalement. Des questions ? Bonjour, Charlotte Decolle à nouveau. J'ai une remarque sur la consultation tripartite. Effectivement, il faut leur proposer aux jeunes des consultations sans leurs parents, mais je pense qu'il faut quand même garder un espace de consultation pour les parents. Enfin, selon les profils et les troubles, c'est vraiment important parce que, notamment pour les personnes avec déficience intellectuelle ou autres, enfin, il faut que les parents soient quand même associés, même à l'âge adulte. Et ce n'est pas toujours le cas et c'est pourtant essentiel. Enfin, je pense qu'il faut vraiment continuer à associer les parents, malgré tout. Alors, peut-être un espace commun, un espace pour chacun. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais il faut prévoir ce temps-là parce que les enfants sont pas, nos enfants adultes ne sont pas toujours capables de nous dire ce qui s'est passé, ce qu'il a été dit. Et du coup, on est un peu, en tant que parents, on n'a plus accès aux informations. C'est vraiment important. Merci. J'avais vu une main se lever, plusieurs même. Je vais essayer de ne pas tomber. Voilà.
Bonjour, merci. Alors, je suis contente d'entendre pour les déficiences intellectuelles. Alors, je fais partie de la filière déficience, donc je vous remercie. Et, moi, je voulais savoir quels étaient les outils que vous utilisiez pour ces jeunes avec une déficience intellectuelle et s'il était possible de les diffuser à tous les espaces transition, parce que j'ai entendu, voilà, sur Bordeaux, j'allais poser la question pour les jeunes avec déficience intellectuelle, mais comment on peut mutualiser ces outils pour qu'ils se diffusent le plus largement possible, avec l'idée que ce qui est fait pour les jeunes avec une DI rend accessible aux autres, hein, avec l'accessibilité universelle. Je pense qu'on travaille aussi pour que l'information soit accessible à tous. Tout à fait. Alors, moi, j'ai les vôtres. Je suis allée à la source, vous le savez. Et donc, en s'inspirant de ça, après, moi, mon échange, je ne fais pas de TP. Et c'est vraiment un entretien. Bon, je suis psycho à la base. Donc, c'est vraiment un entretien où j'ai des fils conducteurs, mais je laisse naturellement venir à moi le jeune. Et donc, je n'ai pas de support et de questionnaire. Je suis sur un échange avec des thèmes, et puis je vois où le jeune m'amène, etc. Et la différence pour moi avec déficience intellectuelle ou pas, c'est de m'assurer d'être compréhensible et puis de prendre le temps nécessaire. C'est une question de temps. Et d'aborder les points avec plus de temps et voilà, s'inscrire dans un processus qui respecte le temps cognitif et affectif du jeune. Et à Bordeaux, je ne sais pas si... parce que la question était d'abord pour Bordeaux, mais sur les outils... À Bordeaux, donc nous, on va utiliser toujours un diagnostic éducatif qu'on va adapter à chaque jeune, en fait. Et après, là, en général, ce temps de diagnostic éducatif, on le fait seul avec le jeune. Et donc là, on s'adapte aussi si le parent rentre ou si le jeune veut que son parent... On demande en fait au jeune et à sa mère. Et puis on peut commencer juste avec le jeune et puis après, le parent vient après. Bonjour, je suis là. Pour qu'on me voit. Je suis la mère d'un jeune homme adulte avec déficience intellectuelle. Et je vais dans le même sens que Caroline. Et je voulais dire qu'il existe des supports, il existe plutôt des outils qui permettent de faire des supports et des outils qui existent que nos enfants adultes avec déficience intellectuelle et avec problèmes de communication utilisent déjà. Et il existe des associations comme ISAC francophone, par exemple, ou des collectifs d'associations qui s'intéressent à la communication et donc aussi à la déficience intellectuelle, et qui peuvent collaborer avec vous pour mettre en place donc des supports qui vous aident, quoi. Ça existe. Il y a la CAA, la communication alternative et augmentée ou améliorée, qui existe sur tablette, qui existe aussi avec ce qu'on appelle les pods, les classeurs de communication. Il existe différentes choses qui permettent aux personnes, puisqu'on est dans l'ère de l'autodétermination et on en parle de plus en plus, enfin. Donc tout ça, c'est possible et c'est des choses à ne pas ignorer, puisque j'ai l'impression que, je me permets de dire que j'ai l'impression que vous ignorez l'existence de tout ça. Donc, voilà, si vous voulez, je peux venir et vous donner les contacts des personnes à voir et avec qui travailler, quoi. Voilà, c'est surtout ça. C'est important que nos enfants puissent pleinement utiliser ce qui existe chez vous et votre volonté d'accueillir, parce qu'accueil ne veut pas dire juste accueil physique, ça veut dire tout le reste, comme vous savez. On aura d'ailleurs un témoignage de Anaïta et de Ulysse à la fin de la session. Une autre question. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Sarah Suarez, je travaille pour le CEREFAM, Centre de référence pour les anomalies de membres aux hôpitaux de Saint-Maurice. Et j'avais une question pour Bordeaux d'abord. Je suis impressionnée par 290 bilans éducatifs, c'est quand même extraordinaire. Chapeau. Parce que je sais qu'on a beaucoup de mal à inviter, à mobiliser les gens, les patients, pour participer à nos programmes ETP. Donc déjà, c'est impressionnant en 2 ans d'avoir réussi un tel exploit. Et je vois aussi que vous misez beaucoup sur le IETP. Alors, est-ce que vous arrivez vraiment à avoir une meilleure participation, intérêt
etc., des jeunes dans ces formats-là que dans cette journée annuelle que vous faites? Deuxième question, le taux de participation justement de cette journée annuelle, est-ce que vous arrivez à réunir combien de personnes dans cet événement annuel? Pour Marseille, je voulais féliciter cette belle initiative parce que cet appartement a l'air vraiment d'un lieu d'accueil extraordinaire, d'une belle inspiration à prendre chez vous. Et ma question, c'était concernant le mélange de populations. Parce qu'effectivement, c'est un sujet particulier, mais l'idée d'avoir un lieu comme ça, où on peut réunir vraiment cet exercice de transition me paraît très, très intéressant. Et je voudrais un mot concernant ces mélanges de populations. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais approfondir un peu sur ce point-là. Merci. Mélange de population, ce qu'on disait, peut-être rebondir. Vous voulez dire par rapport aux différentes pathologies accueillies, c'est ça? Alors, il se trouve que ça dépend des jours. Il y a des jours où finalement, il y a dans la même après-midi que la même pathologie parce que les médecins du même service. Et ça permet surtout, il y a quand même, il faut bien le dire, hein, une réalité, c'est que quand il y a le même service qui consulte en même temps, on peut aussi mutualiser la psycho du service, l'assistante sociale, l'éduc, etc. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, parce que moi, j'étais aussi au début, on se disait avec le professeur Mille, voilà, tout mélangé au tout venant. Et puis finalement, on se rend compte que quand même d'associer ça, c'est quand même pas mal pour la question de la mutualisation. Et par contre, quand ça se mélange, parce que finalement, c'est le hasard, les médecins viennent et disent « moi, je peux consulter le mercredi après-midi », et du coup, ils organisent dans leur agenda une consulte que ados, qu'ils extraient de leur consulte habituelle, et ils montent au 8e, donc nous, on est au 8e, et ils ont leur consulte d'ados, et ils en ont 6, 8, 10 d'affilée. Et donc, on se retrouve avec une salle d'attente avec tous ces ados, tout univers confondu. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a mis du temps à ce que ça ressemble à ce qu'on avait projeté avec le professeur Mille. Mais ça y est, on y est. Parce que la première fois, on garde les ados, ils gardent le réflexe, ils sont assis, ils ont leur téléphone, les parents n'osent pas trop parler. C'est un grand espace avec plein de BD, c'est joli et tout, mais au final, voilà, pas très à l'aise. Et puis une fois qu'ils sont déjà venus et que c'est la deuxième ou la troisième fois, eh bien là, ça y est, ils ont compris le principe. Du coup, ils savent que ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'ils vont me voir, ou ils vont faire un baby parce que je vais leur dire allez hop, on y va, etc. Et du coup, ils sont prêts à ce lieu. Et du coup, ils ont envisagé que c'était une autre forme d'accueil à l'hôpital. Donc, ça a nécessité 1 à 2 fois. Et après, c'est possible. Et là, c'est bah, t'as quoi, toi? Ok, tu viens pourquoi, etc. Voilà, ou pas. Ça se fait pas toujours. On voit aussi. Mais voilà, sur le mélange. Merci Floriane. Un petit mot sur le chat. Il y a 194 personnes connectées. Une petite remarque dans le cadre de la neurofibromatose sur Lyon. Cela se fait automatiquement en bonne entente entre neuropédiatres, sans créer un cadre strict et rigide, avec beaucoup de souplesse. Parfois, une bonne ligne téléphonique et un copain qui fait pareil, mais en adulte, ça peut aider, c'est sûr. Madame Dr Belmatou qui nous dit que dans certaines maladies, les adolescents sont obligés de rester en pédiatrie, non pour des raisons psychologiques ou intellectuelles, mais en raison d'un handicap moteur, car en fait, le matériel en adulte n'est pas adapté et ne leur permet pas d'avoir à disposition des tables d'examen notamment adaptées. On en est là. En 2000. Une question, on rebondit sur l'équipe de Bordeaux, décidément. Ça sollicite beaucoup d'intérêt. Comment se passent les séances d'IETP à distance? Alors, vous l'avez déjà quand même pas mal détaillé. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Donc, en fait, on a comme support un PowerPoint classique. Hein, on n'est pas informaticienne. On a l'équipe de l'UTEP de Bordeaux qui nous a aussi aidés. Il y a plusieurs logiciels qui existent, comme je ne sais pas si vous connaissez, ou Clap, Miro, etc. Oui. Sauf que ce n'est pas compatible avec des téléphones, des portables, ou des tablettes. C'est que sur ordinateur. Et nous, les jeunes, ils utilisent que leur téléphone ou leur tablette. Donc, on va essayer de trouver une autre solution. Donc, un PowerPoint classique avec un tour de table, une présentation, une météo du jour, et puis après, brainstorming, photolangage, enfin tous les outils de TP habituels, d'échange. IETP.
Madame Herbert qui vous félicite, c'est très inspirant. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour convoquer les jeunes adultes à vos ateliers? C'est des ados, donc soit ils disent qu'ils viennent et puis ils viennent pas, et soit ils sont trop à se connecter alors qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Donc il faut être flexible et souple. L'équipe Strasbourg. Je voulais juste ajouter par rapport aux freins et aux avantages de la IETP que finalement on a été confronté quand même à un avantage auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que certains jeunes ont pu nous dire que le fait d'être derrière leur écran pendant les ateliers, ça avait vraiment un facteur protecteur qui leur a permis de déposer certaines expériences, certains ressentis qu'ils ne se seraient pas autorisés à déposer s'ils avaient été en présentiel. Bravo l'appart, docteur Belmatoug. Besoin de rencontrer un référent, organisateur, coordonnateur, accueil réactif, de l'humain. Plus que jamais nécessaire à l'ère du numérique. Nous avons reçu les mêmes constatations sur les sites web lors de nos enquêtes. Sonia Pavon qui vous félicite, Floriane, voilà, je transmets. On va passer au témoignage de Claudine Collin. Je vous laisse vous présenter. Vous vouliez nous parler des orientations professionnelles dans votre association, dont vous n'êtes plus président. Il faut appuyer sur le bouton rouge. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, dans l'association Surénal... Je vais vous passer mon micro. Ça va. D'accord. Donc, on s'occupe de toutes les maladies, toutes les personnes qui ont une maladie des surrénales. Et il y en a une, il y a une maladie qui est diagnostiquée à la naissance avec le test de dépistage néonatal. Donc, bien sûr, c'est vraiment un sujet majeur, la transition pour nous. C'est une maladie, il y a un traitement qui est en comprimé, disponible facilement en pharmacie de ville, donc c'est pas un gros problème qui est rencontré quelquefois pour d'autres associations. Et ce traitement est à prendre plusieurs fois par jour. Par contre, il faut faire l'éducation des parents et des enfants, enfin surtout des parents au départ, et puis après reprendre pour les enfants et les adolescents, parce qu'il faut adapter le traitement aux événements de la vie. S'il y a des infections, s'il y a des opérations, s'il y a des vomissements, alors là, il faut prendre le traitement en injectable. Donc, il y a quand même c'est ce problème-là d'éducation pour les parents. Mais les enfants, les ados en général, ils vivent relativement bien parce qu'ils disent nous, on n'a connu que ça, quoi. On ne sait pas ce que c'est que de se lever et de ne pas prendre son traitement. Alors, donc, c'est dans la plupart des cas. Hein, ce n'est pas toujours, bien sûr. Hein, donc, après, ce sont des ados. Et donc, on a fait quelques petits sondages auprès des personnes qui ont passé la transition, justement, pour leur demander comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous considérez qu'elle était bien, elle n'était pas bien, pourquoi elle était bien, pourquoi elle n'était pas bien. Et est-ce que vous avez des suggestions? Alors, ce qui en ressort, disons, dans les côtés négatifs ou les difficultés, c'est la relation à trois, qu'il faut laisser la relation à trois. Donc, l'équipe médicale, les parents et les adolescents. Alors, quelquefois, il y en a deux qui veulent bien se laisser, mais troisième a beaucoup plus de mal. Quelquefois, ce sont les médecins qui ont du mal à laisser les adolescents, notamment comme c'est une maladie génétique. Quelquefois, ils ont plusieurs enfants. Alors, ils attendent pour passer les deux en transition. Alors, et puis là, après, il y a une nouvelle relation à construire. Alors ça peut demander
du temps, même plusieurs années, parce qu'il y a un sentiment d'abandon. On n'est plus dans le cocon de la pédiatrie avec un médecin, une équipe qu'on connaît depuis 18 ans. Et ça, c'est véritablement un problème et un frein pour vraiment se passer vraiment la transition. Alors, il y a aussi quelquefois les centres de référence de compétences qui sont éloignés. Parce que dans la pédiatrie, venir avec les parents, ça ne les dérangeait pas. Mais bon, après, quand ils deviennent adultes, s'ils doivent faire 200 km pour aller voir le médecin référent, ils hésitent et c'est comme ça qu'il y a très souvent des perdus de vue. Maintenant, les atouts qu'on a pu voir, ça a été quand ça se passe dans le même hôpital, c'est le même CHU, il y a le service de pédiatrie, service adulte, donc là, ça se passe relativement bien. Ils sont rassurés parce qu'ils savent que les médecins se connaissent bien. Donc là, il y a quand même... c'est comme s'ils avaient à nouveau ils étaient à 3 à nouveau, quoi. Ils n'ont plus les parents, mais bon, il y en a 2 là, sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et là où il y a eu le plus de problèmes, malgré tout, c'est lorsque la transition correspond à un changement de région pour les études. Alors ça, c'est très compliqué parce que déjà, les médecins ne se connaissent pas aussi bien. Et les dossiers ne sont pas toujours arrivés. Et donc, c'est pour ça que la transition se passe nettement mieux lorsque c'est dans le même hôpital. Par contre, s'il part avec un document un peu vulgarisé, voilà, que lui peut comprendre et qu'il peut expliquer au médecin, ça, c'est un atout. Véritablement, ça permet d'avoir un début de dialogue avec le nouveau médecin. Le fait d'avoir... et là, c'est un papier. Il demande véritablement que ce soit écrit. Et sinon, voilà, c'est vraiment le gros point, c'est il y a eu vraiment des arrêts de suivi lorsqu'il y a eu un changement au moment. Ça fait trop de changements, quoi, en même temps. Et là, depuis quelques années, on peut dire depuis 4-5 ans, on a vraiment beaucoup de remontées pour des jeunes ils ont un projet de vie, ils avaient envie d'aller dans la police, dans la marine, et là, au moment où ils réussissent bien les études, enfin, à rentrer, les examens pour rentrer dans l'école, et là, au moment de passer la visite médicale, on leur dit « Ah non, insuffisance surrénale, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Et donc, c'est vraiment leur projet de vie qui s'arrête. Ça peut être un traumatisme important pour ces jeunes-là, parce qu'ils pensaient qu'à faire ce métier-là. Alors, les recours ont été faits. Les recours étaient accompagnés tous avec une lettre du pédiatre ou même quelquefois du pédiatre et de l'endocrinologue, mais ça ne marche pas. Ils mettaient pas de problème, ce jeune peut faire ce métier-là, il n'y a absolument aucun problème, parce que en fait, les textes sont très anciens. Ne prennent pas en compte l'évolution de la prise en charge, ne prennent pas en compte également la recherche qui a pu être faite sur ces maladies-là. Et c'est là où ça bloque. Bon, alors on a quand même espoir parce que ça change, puisqu'il y a eu une loi qui a été votée en décembre 2021, qui a été portée au départ par la Fédération française des diabétiques, et donc qui permet, pour cette loi-là, en fin de compte, il va y avoir un comité interministériel
voilà, pour essayer de faire évoluer les choses, pour justement prendre tout en charge. Et grâce à l'Alliance Maladies Rares, on a justement été mis en contact avec France Asso Santé qui fait partie du comité interministériel. Donc, on a véritablement espoir que les choses changent. Voilà. Merci beaucoup, Madame Collin. De votre témoignage très concret. Floriane, vous voulez rebondir sur l'orientation? Oui, quand on avait discuté, c'est vrai que... Alors, justement, fort de ce que vous dites, on a été à rencontrer les jeunes à l'appart, notamment le professeur Mille qui est en épilepsie, venait et me disait mais c'est pas possible le projet, et puis après ça colle pas avec l'orientation prise par le jeune, et là c'est une cata, on est dans des drames terribles et inacceptables. Et du coup, ce qu'on s'est dit, on tente quelque chose et puis on verra. Et on a monté une convention avec l'Éducation nationale, et donc on a un groupe pilote de proviseurs principaux, personnes du rectorat, etc., donc qui a vocation à s'étoffer. Et donc les jeudis, un jeudi par mois, lorsque moi, dans mon entretien, donc maintenant c'est quasiment une question obligatoire, je dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment. Et si je vois que ça coince ou qu'il avait coché dans le questionnaire orientation, je vais vers ça. Et du coup, si on voit que c'est compliqué, soit l'orientation choisie, je sais qu'elle ne colle pas avec les contre-indications légales, on ne joue pas dessus, mais en tout cas, on travaille avec le jeune à se demander ce qui sera possible ou pas. Et donc, on fait venir, donc l'équipe de l'Éducation nationale vient à l'appart un jeudi par mois et rencontre individuellement le jeune et sa famille pour parler orientation et faire comme ce qu'on ferait dans un établissement scolaire, mais adapté à la question de la maladie chronique ou de la maladie rare, pour s'assurer que, voilà, et après, en passant des coups de fil et en s'assurant. Donc là, ça fait 1 an, et l'idée, c'est l'échange d'expertise. Donc eux, ils reçoivent nos jeunes patients, et nous, en échange, on va essayer de monter un projet où on va former des gens de l'école et du milieu éducation nationale aux maladies chroniques, aux handicaps et aux maladies rares, en faisant un deal échange-échange. Comment faites-vous pour? Le lien avec la MDPH? Et l'enseignant référent, vous voulez dire? La structure? Oui. Oui, tout à fait. Comment faire Alors, le lien? Vous parlez des adaptations non, de l'orientation scolaire pure. Alors eux, ils sont là, le travail qui est mené, c'est surtout de s'assurer qu'il y a un jeune qui a une demande, une envie, un désir, et de se demander si il pourra passer l'examen en fonction des contre-indications qui existent, est-ce qu'il aura le droit, et qu'on ne lui dira pas à la fin du parcours ce n'est pas possible. Et si le médecin a déjà informé, voilà, ça, ce parcours-là, il ne sera pas possible, de travailler avec le jeune et sa famille sur qu'est-ce qui pourrait ressembler, dans quoi tu pourrais t'épanouir, et voilà, de travailler vraiment sur l'orientation. Et comme vous le dites très justement, on espère faire rentrer dans l'équipe aussi un responsable académique de l'orientation, un membre de la MDPH, et d'étoffer pour avoir tout le maillage qui est autour de ce jeune et construire tout à fait. Très, très beau projet, c'est inédit, hein, je pense, en France. Ce partenariat entre une plateforme, on peut le dire. Hein, super. Sous cette forme, il y a plein d'autres choses qui se passent ailleurs. Alors, Paul? Il y a plein d'autres choses, voilà. À devenir? Oui, tiens, monte. Moi, je vous le rends. Oui, Paul Jacquin, à devenir. Non, ce n'est pas inédit. À la plateforme de transition de Robert Debré, cette question de l'orientation s'est posée d'emblée, et on a tous les mois, voire 2 fois par mois, un conseiller d'orientation du réseau
du réseau handicap, qui est le conseiller d'orientation spéciale, qui fait 5 consultations, enfin 5 entretiens avec des jeunes. Et voilà. Et de façon plus générale, dans la prise en charge de la maladie chronique et dans les recommandations, l'idée d'anticiper la question de l'orientation, c'est écrit à toutes les lignes. Et c'est vrai qu'on est frappé de voir qu'il y en a encore qui apprennent à 17 ans que leur métier rêvé, ils ne pourront pas le faire. Mais ce n'est pas faute de l'avoir répété plus tôt. Et je crois... Non, c'est juste pour dire qu'il y avait le même dispositif sur l'escalade Trousseau aussi. Et puis, puis sûrement ailleurs. À la suite, à Necker, il y a un consultant. Oui, à la suite, Necker, il y a aussi quelqu'un qui fait à la fois de l'orientation scolaire et de l'insertion socio-professionnelle, enfin qui traite ces demandes-là, et c'est vraiment très demandé par les patients. Je voulais juste te dire aussi qu'à l'Institut des maladies génétiques à Necker, imagine, ils ont repris ce qui s'appelait avant Integrascol. C'est juste une ressource supplémentaire, c'est pas exactement la même chose, mais qui s'appelle maintenant Tous à l'école, c'est ça, hein. Voilà, donc qui permet aussi d'avoir des ressources documentaires pour les enseignants, parce que, comme ça a été dit plusieurs fois ce matin, quand on a une maladie rare, un syndrome de truc, machin chose, c'est compliqué de trouver l'information. Voilà, vous avez une question ? Oui. Merci pour vos présentations. Je suis vraiment impressionnée par cette unité de lieu. Alors, Marseille, c'est très beau aussi, il faut le dire. Autour du patient. Et alors, si j'ose le dire, c'est peut-être une différence entre la pédiatrie et le monde adulte, où en pédiatrie, on a quand même une synthèse multidisciplinaire. Alors, on a plus souvent, on va dire, une synthèse multidisciplinaire autour du patient, alors qu'on risque de se confronter plus souvent chez l'adulte à une médecine de spécialité, une médecine d'organes avec une prise en charge moins souvent holistique. Et j'en arrive à ma question parce que j'ai entendu que vous faisiez des HDJ multidisciplinaires, ça fait rêver. Est-ce que vous arrivez à organiser des HDJ avec la prise de sang, l'écho-cœur, l'imagerie, le neurologue, enfin des choses qui feraient rêver tous les malades. Voilà. Alors, je réponds dans l'intervalle, hein, on y arrive, mais que d'efforts. Et la coordonnatrice de parcours, c'est la première personne qu'on va vous supprimer à l'hôpital parce qu'on manque d'infirmières dans les soins. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Floriane, mais... Et oui, alors nous, c'est exactement ça. On n'a pas encore d'infirmières ou de puères à l'appart. Ce qui fait que ça, la réalité, c'est quand même 2 unités, 2 lieux. Et donc là où on essaie de faire, on fait, alors du coup, Émilienne, la secrétaire, est là depuis 2 mois. Donc ça y est, moi toute seule avant, impossible. Les équipes compliquées quand même, hein, c'est un nouveau lieu, il faut réorganiser quand même la consulte du médecin qui est déjà chargé, etc., etc. Donc voilà, mais on voit bien que ça prend et que chacun en a envie. Et donc là, en effet, on lance l'idée d'HDJ. Mais généralement, on voit que il faut d'abord que le jeune ait été vu une fois en consulte à l'appart. Et de là, après la consulte, le médecin va dire à Émilienne, bon, pour la prochaine fois, j'ai besoin de... Tadin, tadin, tadin. Et du coup, la secrétaire organise l'HDJ à partir de la demande. Et le fait qu'elle soit sur place, qu'il y ait quelqu'un qui est accessible, qui est là, qui est palpable et qui a tout sous le coude, après, elle organise l'HDJ. Mais on en vient maintenant à ce qu'on disait, que c'est extrêmement compliqué. Alors, quand c'est de l'imagerie, on y arrive à peu près. Mais quand il s'agit dans certains suivis d'avoir 3 praticiens, 3 spécialistes la même après-midi, le même jour, dans un agenda à 6 mois, on sort le doodle. Bon, on voit que c'est en effet compliqué. Il y a ça se fait. À quel prix de temps? Mais c'est faisable et c'est toujours... C'est aussi une des façons de valoriser l'activité des praticiens dans le cadre d'un HDJ qui va être facturé de manière bien supérieure que la consultation simple. Ça, je pense que nos tutelles commencent à bien le comprendre, hein, avec la gradation de soins et cette circulaire frontière qui a été élargie. Si on parle un peu technique, c'est les critères pour être en HDJ qui se sont élargis et qui nous permettent de maintenant, dans les maladies rares notamment et de polyhandicap, d'en bénéficier, ce qui n'était pas toujours le cas avant parce qu'on rentrait pas tout à fait dans les clous. Et ça permet d'être valorisé à hauteur de 1000, 1002, 1005 un HDJ, ce qui change tout. Et oui. Quand c'est 25 € la consulte de base, quoi. Et nous, là, grâce au responsable médical, au professeur Mille, là, on a maintenant une UF de l'appart. Et donc, du coup, la valorisation des HDJ qu'on appelle transition.
UF, c'est une unité fonctionnelle qui permet que l'argent ne retombe pas dans l'escarcelle, mais qu'elle soit après fléchée, dédiée et qui montre bien que cette activité rapporte ça. On pourrait en parler encore, mais on voulait, pas le mot de la fin parce qu'on a un témoignage à vous montrer, mais Hélène Thiollet, je vous laisse vous présenter. Vous représentez combien, 250 associations, l'Alliance ? 240. 240. Et nous faire partager votre regard. Merci beaucoup. Je prends mes notes parce que la question n'est pas simple sur les leviers pour améliorer la transition. On le voit ce matin, je ne vais rien inventer. Déjà, je voulais remercier la filière Neurosphinx d'avoir proposé à l'Alliance de participer à cette table ronde et vous féliciter aussi pour les travaux interfilières qui ont été faits avec voilà, le livret sur les 5 dimensions de la transition. Et alors ça, ce qu'on a eu ce matin, c'est vraiment super. Et donc, pour nous, c'est un premier levier, ces travaux interfilières. Donc, voilà, on espère qu'ils vont se poursuivre pendant longtemps. Un levier très important pour l'Alliance et depuis longtemps, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Ça fait plus de 10 ans que l'Alliance porte cette approche de l'éducation thérapeutique du patient. Et ça fait un peu mal, effectivement, d'entendre sur le questionnaire ce matin présenté par Ségolène que 90% donc des jeunes n'ont pas à bénéficier d'un programme de TP. Donc, il y a le très bel exemple du programme de TP transversal à Bordeaux. Et au congrès de l'Alliance, il y a 2 semaines, on a eu une présentation d'un exemple de programme de TP dédié à la transition au CHU de Clermont-Ferrand, porté par l'association Génération 22. Et c'est un très bel exemple de programme voilà, dédié à la transition pour des jeunes avec atteints d'une maladie génétique rare et même ouvert à des jeunes sans diagnostic, avec des très beaux retours. Et alors, ils sont confrontés exactement aux mêmes problèmes qui ont été décrits tout à l'heure sur voilà, comment faire venir les jeunes. Donc, ils ont aussi des réflexions sur l'IETP et sur ce qu'ils vont faire de ce programme à l'avenir. Mais donc, pour l'Alliance Maladies Rares, c'est vraiment important de poursuivre ces programmes d'éducation thérapeutique. Alors, si on part un peu plus loin dans les réflexions, par exemple, si on pense à un 4e plan national Maladies Rares, de continuer à soutenir ces programmes d'ETP avec des financements dédiés comme il y en a eu dans le 3e plan. Et pourquoi pas flécher certains soutiens vers des programmes qui soient dédiés justement à la transition pour vraiment montrer l'importance de ces programmes. Dans la continuité de ces programmes de TP, je voudrais souligner l'importance et l'importance du rôle des associations de malades. Donc, il y en a qui co-construisent des programmes de TP, il y en a qui organisent des groupes de parole, qui accompagnent la transition en fait, de leurs adhérents. À l'Alliance Maladies Rares, on a aussi développé beaucoup ce qui est de la pérédance. Donc, il y a les Compagnons Maladies Rares, qui est un projet expérimental en Nouvelle-Aquitaine, où c'est encore que des femmes, donc elles sont 5. Il y a 5 patientes expertes ou parentes expertes qui ont été formées et qui accompagnent des malades au quotidien. Alors jusqu'ici, elles n'ont pas encore accompagné des transitions, mais ça pourrait tout à fait être le cas. On a un exemple d'une compagnon qui a accompagné une maman avec son ado, et ça pourrait tout à fait être un exemple d'accompagnement de la transition par la pérédance. Et pareil, si on pense un petit peu plus loin, pour l'instant, ce projet des compagnons, il est en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et c'était un projet expérimental. Si on imagine le déployer un peu partout en France, ça pourrait permettre à des jeunes d'être accompagnés par des pères aidants, peut-être à des endroits où il n'y a pas des structures comme à Marseille ou à Bordeaux. Et puis un dernier point, mais on en a parlé sur la coordination. Effectivement, c'est clairement un levier continuer à réfléchir à ce levier. On a parlé des réunions de concertation pluridisciplinaires dédiées à la coordination des soins, mais on peut y inclure la transition et surtout ne pas oublier effectivement, comme on disait à l'instant, de valoriser financièrement cette CRCP et cette coordination en mettant les moyens qu'il faut pour que ça puisse se faire. Et bien voilà. En quelques mots, les leviers qu'on a identifiés et encore beaucoup de boulot. Avant le partage de la vidéo, comment on se fait accompagner par les compagnons ? Eh bien, en fait, donc, il y a un site internet où on nous trouve sur Facebook. Il suffit il y a une adresse compagnon.
Et ensuite, c'est dispatché. Alors, elles sont sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. Donc, elles sont dispatchées sur plusieurs départements. Et ensuite, la personne est mise en contact avec le compagnon qui ensuite prend contact par téléphone. Et après, ça s'organise comme ça. Compagnon maladie rare sur Google et on tombe sur le site ou via le site de l'Alliance. Parce que la place du patient partenaire aussi est à trouver, mais je pense qu'on est tous convaincus qu'elle existe, justement, entre autres, dans la transition aussi. Cathy. Merci. Merci pour tous ces leviers. J'en ai écrit tout plein. Ça nous aide. Bah oui, parce qu'il y a toujours de belles expériences et du coup, on se dit comment le transposer. Une toute petite remarque simple qui est que des fois, on ne prononce pas, nous les soignants, qu'on est en train de faire de l'ETP. Si bien que quand on pose la question aux patients, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'avoir des séances d'éducation thérapeutique. Du coup, je crois qu'il faut mettre un petit bémol quand ils nous répondent non, on n'en a jamais eu. Il faut peut-être changer un peu l'intitulé. On a fait tout un débat, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire? C'est intéressant, on pourrait pousser cela. Est-ce nécessaire qu'on dise qu'on est en train de faire cela? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'entretien? Mais voilà, donc une petite nuance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui n'est pas repérée par de l'éducation thérapeutique en tant que telle. Et c'est très bien comme ça. Merci. Ségolène, je vous laisse lancer le témoignage. Je suis né à Paris et j'ai 21 ans. Je suis étudiant et bibliothécaire stagiaire. La transition ado-adulte, c'est quand on devient adulte. Les choses changent partout dans ma vie. Ça change aussi à l'hôpital avec les médecins. Je suis né à l'hôpital Robert Debré à Paris. J'ai eu beaucoup d'examens quand j'étais dans le ventre de ma mère. À ma naissance, les médecins ont cherché ma maladie. Dans 3 hôpitaux à Paris. À 4 ans, j'ai eu un diagnostic génétique du syndrome de Costello. J'ai toujours vu des médecins à Necker. Je voyais un néphrologue, un généticien, un endocrinologue, un dermatologue, un orthopédiste, un ORL, un neurologue, un cardiologue. Aucun médecin ne m'a dit que les choses allaient changer. Personne à l'hôpital n'a parlé de transition, ni avec nous, ses parents, ni avec Ulysse. Et comme Ulysse était suivi à l'hôpital depuis ces 6 mois, je pensais, j'imaginais que l'hôpital allait nous diriger vers un autre hôpital pour les soins adultes, mais rien n'a été fait, pas un mot, ni à l'écrit, ni à l'oral, rien. À chaque visite, donc, avant ces 18 ans, vers ces 16, 17 ans, j'ai commencé à demander aux médecins qu'on voyait, aux spécialistes qu'on voyait, ce qu'on devait faire pour la suite. Et la réponse a été, bah, vous êtes libre, vous allez où vous voulez. Bon, soit. Seul le cardio nous a dit que la suite allait continuer que la prise en charge d'Ulysse allait continuer dans le même hôpital avec lui. Et docteur Salomon, à qui j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait après 18 ans? Et il m'a dit, il m'a donné un rendez-vous de transition avec le néphrologue adulte, un ICA. Ulysse, est-ce que les médecins, ils t'ont parlé pour te dire que tu n'allais plus les voir parce que tu étais adulte? Non. Est-ce qu'ils t'ont expliqué quelque chose? Est-ce qu'ils t'ont expliqué quelque chose, chérie? Non. Non? Est-ce que tu te souviens quand on est allé à la suite? Oui. Oui. Tu as fait quoi là-bas? Massage. Je vais dire oui, c'est vrai qu'il y avait massage. Attends, est-ce que tu te souviens, c'était du massage, c'était du Shiatsu. Du shiatsu, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Sport.
Tu as fait aussi du sport, c'est vrai. Est-ce que c'était bien? Oui. Oui? Ok, cool. Tu as bien aimé? Oui. Ouais, c'est vrai, c'était très sympa, surtout la prof de sport était vraiment cool, hein? Elle te faisait rire même. Oui, l'accueil était très sympa avec les interlocuteurs qui s'adressaient d'ailleurs à Ulysse, donc ça c'est positif. Mais il n'y avait aucun support adapté, aucune curiosité pour sa tablette de communication qu'il utilisait déjà, aucune utilisation d'outils de CAA de leur part ou de Falc. Aussi, j'espérais trouver des groupes de jeunes, des activités en groupe, ce qu'il n'y avait pas, qu'on m'a dit qu'il n'y a pas, ou c'est pas adressé, c'est pas pour lui. Donc voilà. Et pas de groupe non plus pour nous, pour les parents non plus, ça qui aurait été intéressant quand même, des groupes où on aurait pu échanger entre nous concernant la transition. Et si pour les parents, il y avait juste une activité de shiatsu. Au niveau communication, bah, comme j'ai dit, il n'y avait aucune utilisation des outils de CA. Je n'ai pas vu de Falc non plus. S'il y en avait, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et pour parler de ce qui m'a manqué donc par rapport à la transition, d'une manière générale, c'est qu'il n'y avait pas un soutien pour lui et pour nous, pour que lui puisse comprendre qu'il allait y avoir des changements dans sa prise en charge, pour que nous, on sache où aller, comment faire, que faire, pour que tout ça puisse se passer au mieux possible. Ce qui a manqué aussi, c'est la prise en considération de mon fils comme en tant que sujet de soins, et le fait que la communication, il aurait fallu, ce qui a manqué, c'est une communication qui s'adresse à lui et qui utilise les outils de CAA ou le FALC, ou les deux, pour que ce soit le plus clair pour lui. Et bon.